Nous voici dans le thème 1A, génétique et évolution, le premier chapitre qui s'appelle l'origine du génotype des individus. Nous allons tout d'abord observer comment les génomes se conservent, c'est-à-dire une stabilité génétique et une évolution clonale. Comme vous pouvez le voir sur ce document, la cellule initiale présente un génome avec des chromosomes et des gènes. Cette cellule subit une réplication et une mitose. Donc lors de la réplication, les chromatides sœurs se forment. Je rappelle qu'une chromatide sœur est identique à la chromatide initiale en termes d'allèles. Et la mitose est une division cellulaire d'une cellule mère en deux cellules filles identiques. Donc nous pouvons observer que les deux cellules filles issues de la cellule mère sont identiques d'un point de vue génétique, mais qu'au cours des générations, des mutations indépendantes et aléatoires peuvent se produire et forment ainsi des cellules mutantes. Un clone est donc formé. Un clone est un ensemble de cellules génétiquement identiques, quasi identiques, puisque comme vous pouvez le voir sur l'image en bas, nous pouvons avoir des sous-clones A et B ici, c'est-à-dire des cellules légèrement différentes à la cellule mère de départ. Nous continuons avec la stabilité génétique et l'évolution clonale. Nous avons notre clone de cellules filles génétiquement identiques à quelques mutations près, c'est-à-dire que là, nous pouvons observer sur notre schéma une cellule présentant une mutation. Elle a été colorée en violet pour une facilité de lecture du schéma. Si cette cellule mutante est une cellule germinale, alors les gamètes produites avec cette cellule auront un nouvel allèle. Si par contre c'est une cellule somatique, c'est-à-dire non sexuelle, elle permettra la formation d'un clone avec un nouveau phénotype si la mutation n'est bien sûr pas silencieuse. Nous continuons avec la reproduction sexuée qui contribue au brassage des génomes à chaque génération. Ici, comme vous pouvez le voir sur la photographie de gauche, on peut voir que les petits de la portée n'ont pas le même phénotype et donc pas le même génotype. Je rappelle qu'un génotype est l'ensemble des allèles d'un individu. Il y a donc eu un brassage génétique, un phénomène forcément qui contribue à l'apparition dans une cellule ou un individu de nouvelles combinaisons alléliques ou de nouveaux gènes de ceux observés chez les cellules des parents. Pour permettre un brassage des génomes, il y a d'abord la fécondation et le brassage génétique. La fécondation, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, permet un rétablissement de la diploïdie. Forcément, vous avez des gamètes à N chromosomes, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Vous avez un chromosome à une seule chromatide pour chaque gamète. Il y a une fécondation et vous obtenez une cellule œuf ou zygote à 2 N, c'est-à-dire que la paire est formée. Quand vous avez une paire de chromosomes homologues, vous êtes face à une cellule à 2 N chromosomes. Quand vous n'avez pas la paire de chromosomes, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul des 2 chromosomes, vous êtes sur une cellule haploïde. Les gamètes sont haploïdes, la cellule œuf est diploïde. Si on regarde à votre gauche, vous avez un exemple de croisement réalisé par Mendel. Nous sommes sur un monohybridisme. Nous sommes sur un gène qui contrôle la couleur des graines dans le fruit. Nous pouvons voir chez les individus F2 qu'il y a 2 phénotypes observables, soit des graines jaunes, soit des graines vertes. Si on fait le croisement des gamètes qui aboutit à F2, c'est-à-dire un croisement entre 2 F1, on a forcément un F1 hétérozygote, c'est-à-dire qui présente 2 types de gamètes à 2 fois 50%, soit J, soit V. Nous croisons dans le tableau de croisement qui est en bas les gamètes des 2 F1 et nous obtenons donc 75% de phénotypes jaunes avec des génotypes différents, soit 25% homozygote J, 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 soit 50% hétérozygote J, V, et nous obtenons un dernier 25% homozygote V, V. Ce qui fait qu'au niveau phénotype, nous observons bien 3/4 des descendants F2 jaunes et 1/4 vert, comme les résultats
statistiquement calculé par Mendel. Donc, pour continuer sur les brassages génétiques, il faut comprendre ce qu'est la méiose. Donc, la méiose est une double division cellulaire qui permet la formation des gamètes. Vous avez donc une cellule mère de départ. Pour le schéma, nous avons pris une cellule à 2n égale 4. 2n donc formée de paires de chromosomes homologues, 4 puisqu'il y a, comme vous le voyez, 4 chromosomes dans la cellule. Vous avez donc 8 étapes par la suite, prophase 1 où les paires se rapprochent. Vous avez un appariement des chromosomes homologues entre eux. On peut voir sur le schéma 2 chromosomes rouges ensemble et les 2 chromosomes bleus ensemble. La métaphase 1, les paires se placent au niveau de la plaque équatoriale. Anaphase 1 et télophase 1, l'anaphase, vous séparez les paires de chromosomes. Chaque homologue va d'un côté, migre d'un côté de la cellule. Vous obtenez la télophase 1 avec une séparation des deux cellules. Les cellules que vous visualisez en télophase 1 sont des cellules à n égale 2. N parce qu'il n'y a plus de paires de chromosomes, les homologues ont été séparés, et 2 puisqu'il n'y a que 2 chromosomes dans la cellule. S'ensuit directement la deuxième division, il n'y a pas de réplication. Les chromosomes de ces cellules en métaphase 2 se placent au niveau de la plaque équatoriale. En anaphase 2, les chromatides se séparent de chaque chromosome, chacune migre d'un côté opposé de la cellule, et vous avez une télophase 2 où il y a séparation de ces cellules en deux. Nous obtenons donc 4 cellules, 4 gamètes haploïdes, avec ici pour le schéma, n égale 1 chromosome. Donc nous obtenons 4 cellules haploïdes à n égale 2 à partir d'une cellule mère diploïde à 2n égale 4. Nous allons continuer sur les brassages en montrant les nouvelles combinaisons allyliques produites. Je rappelle au tout début, quand nous avons vu la photo avec les chatons, qu'il y a de nouvelles combinaisons d'allèles présentes chez ces individus. Donc nous allons prendre ici 3 paires de chromosomes et nous allons définir ce que sont les gènes indépendants et les gènes liés. Les gènes indépendants sont des gènes situés sur des paires de chromosomes différents. Si vous avez des gènes liés, ces gènes sont situés sur le même chromosome. Attention aux écritures. Les conventions génétiques sont claires. Si vous avez des gènes indépendants, j'en prends 2, vous devez séparer dans votre génotype par un point-virgule les 2 gènes. Vous avez donc pour le premier gène hétérozygote grand A /petit a, point-virgule, grand B /petit b, que vous mettez entre parenthèses. Si vous avez 3 gènes, c'est la même chose. On rajoute un deuxième point-virgule et on place grand C petit c et vous fermez la parenthèse. Si vous avez des gènes liés, l'écriture change, le point-virgule disparaît, il n'y a qu'un seul double slash qui représente votre paire de chromosomes homologues et vous inscrivez les 2 gènes de chaque côté. Grand A, grand B, // petit a, petit b et vous mettez entre parenthèses. Les gamètes produites en proportion, si vous avez des gènes indépendants, les proportions sont équiprobables, c'est-à-dire qu'il y a autant de gamètes de chaque type. Si vous avez 2 gènes indépendants, vous allez avoir 4 types de gamètes, 4 fois 25%. Si vous avez 3 gènes, vous allez avoir 8 types de gamètes, 8 fois 12,5%. Si vous avez des gènes liés, les proportions changent. Si nous avons 2 gènes liés, il y a bien sûr 4 types de gamètes comme précédemment, mais les proportions ne sont plus les mêmes. Les génotypes parentaux, les gamètes parentaux sont majoritaires et les gamètes recombinés sont minoritaires. Nous allons maintenant nous intéresser aux 2 types de brassage génétique. Nous allons d'abord travailler le brassage interchromosomique qui se réalise en anaphase 1 de méiose. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, on part d'une cellule à 2n égale 4 chromosomes. Pour montrer un brassage interchromosomique, il faut que vous schématisiez au moins 2 paires de chromosomes homologues.
Ici, au niveau couleur, les oranges sont les chromosomes d'origine maternelle et les bleus sont les chromosomes d'origine paternelle. Donc pour chaque paire, vous aurez un chromosome orange et un chromosome bleu. Pour différencier les deux paires de chromosomes, on a fait des chromosomes de différentes tailles. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le brassage interchromosomique pour une cellule à 2n égale 4 montre deux configurations différentes. Et il est important de les faire sur les schémas de bac. Ici, la première configuration en haut, où on sépare les paires de chromosomes homologues lors de l'anaphase 1. La première configuration, vous mettez les deux chromosomes d'origine paternelle ensemble, un petit et un grand, avec les allèles correspondantes, bien sûr. Et dans l'autre cellule, il va de soi que vous schématisez les chromosomes orange d'origine maternelle, un petit, un grand, avec les allèles correspondants. Vous poursuivez la méiose, vous schématisez la dernière étape, la télophase 2, où vous montrez les deux gamètes qui apparaissent après les différentes étapes de la méiose, c'est-à-dire un gamète avec grand A, grand B, un gamète avec petit a, petit b. Pour la deuxième configuration, c'est-à-dire que les paires de chromosomes ne se séparent pas de la même façon. Vous avez dans chacune des cellules un bleu et un orange qui apparaît. Une fois la méiose terminée, vous apercevez deux nouveaux gamètes avec des combinaisons alléliques différentes, petit a grand B et grand A petit b. Au niveau proportion, ces quatre types de gamètes, grand A grand B, petit a petit b, petit a grand B et grand A petit b, sont équiprobables, 4 fois 25%. Le deuxième type de brassage est le brassage intrachromosomique. Attention, ce brassage se déroule chronologiquement avant le brassage interchromosomique puisqu'il se déroule en prophase 1. Comme vous pouvez le voir sur la photographie de microscopie électronique que vous avez à gauche, les chromosomes homologues lors de cette prophase 1 s'apparient, c'est-à-dire qu'ils forment des chiasmas entre les chromatides des deux homologues. Vous avez donc deux possibilités. Soit ce chiasma n'aboutit pas à un échange des fragments de chromatides entre les homologues et vous avez le schéma du haut, vous formez des gamètes de type parentaux à la fin de la méiose. Donc ici dans notre exemple, grand A, grand B ou petit a, petit b. Si par contre le chiasma aboutit à un échange de fragments de chromatides entre les homologues, ce qu'on appelle un crossing over, vous allez remanier les chromatides. C'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles combinaisons alléliques dans les gamètes formées à la fin de la méiose, petit a grand B ou grand A petit b. Attention, cet échange de fragments de chromatides est très rare, ce crossing over est très rare, donc les gamètes recombinés le sont aussi. À la fin, les proportions entre les quatre types de gamètes ne sont donc pas équiprobables. Vous avez une majorité de gamètes parentaux et une minorité de gamètes recombinés. Donc après avoir vu les différents brassages qui se déroulent lors de la méiose et la fécondation, nous allons nous intéresser aux méthodes et aux apports de l'analyse génétique. Donc l'analyse génétique est une analyse de croisement. En fonction des résultats que vous avez à l'issue des croisements, vous pouvez forcément déduire des choses. Si à l'issue du croisement, vous avez des résultats différents entre parents selon les sexes, vous pouvez déduire que les gènes sont portés par des chromosomes sexuels. Si les proportions, les résultats sont différents à l'issue de croisement test, vous allez avoir soit 4 phénotypes équiprobables à 25%, vous en déduisez 2 gènes indépendants. Si vous avez sur les 4 phénotypes 2 majoritaires et 2 minoritaires, vous pouvez en déduire que les 2 gènes sont liés. Je rappelle à tous qu'un croisement test est un croisement entre 2 individus, un F1 et un homozygote récessif ou double homozygote récessif quand vous êtes en train d'étudier 2 gènes. Dans le cas de l'espèce humaine, nous pouvons travailler directement sur les arbres généalogiques afin de faire de l'analyse génétique.
Ici, devant vous, vous avez un arbre généalogique qui montre la transmission d'un caractère dans une famille. Ici, forcément, je vous rappelle les conventions. Le rond est une femme, le carré un homme. Si le rond ou le carré est blanc, l'individu est sain. Si le rond ou le carré est gris, l'individu est malade. Ici, nous pouvons voir que pour la génération 1, les deux parents, l'homme est atteint alors que la femme est saine. Sur la deuxième génération, on peut voir que de ce couple est né 2 filles. Chacune s'est accouplée avec un individu homme, soit atteint, comme vous l'avez dans la partie gauche de l'arbre, ou sain, comme dans la partie droite. Dans la génération 3, les petits-enfants, donc, on peut voir qu'au sein des 2 couples sont nés des enfants atteints. Ce qui m'intéresse est le couple de la génération numéro 2, où l'homme et la femme sont sains. Ils ont un garçon malade. Ça veut dire que forcément, l'allèle qui est porteur de la maladie est récessif. Pourquoi ? Si l'allèle était dominant, forcément, ses parents seraient atteints. Ici, ce n'est pas le cas, donc l'allèle de la maladie est récessif. Deuxième chose, ici on peut voir que l'allèle, et donc le gène qui est mis en évidence dans cet exemple, n'est pas porté par des chromosomes sexuels, mais par des autosomes, car les hommes et les femmes des générations 1, 2, 3 peuvent être atteints. Il ne faut pas oublier, pour expliquer les variations des génotypes individuels, que des accidents génétiques au cours de la méiose peuvent apparaître et participer à la diversification du génome. Première anomalie chromosomique qui est provoquée par un mouvement anormal des chromosomes. Vous pouvez le voir dans le cadre du schéma. Ces anomalies chromosomiques peuvent être à l'origine des monosomies ou des trisomies. 2 hypothèses sont possibles. Soit vous avez, comme au niveau de la photo de droite, vous avez une bonne séparation de la paire de chromosomes homologues au cours de la première division de méiose, mais c'est la deuxième division où il y a un problème. Le chromosome vert que vous voyez tout à fait à votre droite, les chromatides de ce chromosome vert ne se séparent pas bien, c'est-à-dire que les deux migrent du même côté. Vous avez donc obtenu à la fin de la méiose un gamète vert avec 2 chromosomes au lieu d'un, un gamète donc à n+1, et vous avez de l'autre côté un gamète où il n'y a pas le chromosome vert considéré. Lorsqu'on fait une fécondation avec un gamète normal, ici un gamète spermatozoïde avec un chromosome violet, on peut voir que la cellule œuf contient soit 3 chromosomes, 2 verts et un violet, vous avez donc affaire à une trisomie, soit vous avez une cellule œuf qui ne contient qu'un seul chromosome violet, il en manque un, donc une monosomie. Si vous avez affaire à la trisomie 21, vous mettez le chiffre 21 au sein de ces chromosomes. Si par contre, comme vous avez à votre gauche une mauvaise séparation des paires au niveau de la première division de méiose, vous avez forcément à la fin 4 gamètes complètement anormaux. Soit 2 gamètes où il n'y a pas le chromosome considéré. Après fécondation, la cellule œuf est donc atteinte de monosomie. Si par contre vous avez, comme c'est le cas sur la partie droite du schéma, vous avez donc des gamètes qui contiennent 2 chromosomes au lieu d'un. Après fécondation, vous avez des cellules œufs qui sont atteintes de trisomie. Donc en fonction de l'hypothèse qui est mise en place lors de la méiose, vous obtenez soit 4 gamètes anormaux, c'est le cas de votre schéma côté gauche, soit 2 gamètes normaux et 2 gamètes anormaux, c'est le cas de votre hypothèse située à droite. D'autres accidents peuvent apparaître, c'est le cas de crossing over inégal. Donc le crossing over, on l'a déjà travaillé précédemment, c'est un échange de fragments de chromatide entre 2 homologues.
Si vous ajoutez le terme inégal, ça veut dire que la taille des fragments échangés n'est pas la même. Ceci permet forcément de multiplier le nombre de gènes. Donc le crossing over inégal permet une diversification du génome car il fait apparaître les nouveaux gènes. Ces gènes qui apparaissent forcément accumulent des mutations au cours du temps, des mutations qui sont différentes et qui les font diverger. C'est ainsi que naissent les familles multigéniques. Je rappelle qu'une famille multigénique est un ensemble de gènes dont la séquence est similaire à plus de 20%. On continue avec un exemple de famille multigénique. Vous avez ici les opsines, qui sont des pigments situés dans la rétine. Il y a 3 types de photorécepteurs rétiniens qui possèdent chacun un pigment différent. Une opsine rouge, une opsine bleue ou une opsine verte. Ces opsines, quand on compare leur séquence directement avec un AGN, on peut voir que les séquences ont plus de 20% de similitude, ils font donc partie de la même famille. Quand on compare en bas avec les séquences d'anagènes, on peut voir que l'opsine bleue, la séquence de l'opsine bleue est plus différente que l'opsine rouge et verte. Cela veut dire que la divergence, la duplication du gène a été faite de manière ancienne. La séquence de l'opsine verte et de l'opsine rouge présente peu de différence. Ça veut dire que la duplication et la divergence entre les deux gènes s'est passée plus récemment. L'exemple des opsines nous a permis de tracer l'arbre phylogénétique des primates et ainsi montrer 2 branches au niveau des primates, les primates d'Afrique et d'Asie qui sont situés à votre droite, qui présentent une vision trichromatique avec les 3 opsines, rouge, verte et bleu, et les primates d'Amérique qui ont une vision dichromatique avec les opsines vertes et bleues. Ces 2 lignées de primates ont un ancêtre commun qui est situé forcément dans votre arbre sous le nom d'ancêtre commun aux primates. Voici dans ce diaporama tous les mécanismes génétiques qui ont permis de mettre en place le génotype des individus, un génotype original avec des combinaisons alléliques originales également.